Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures. Nous sommes sur Sud Radio, bien sûr. Alors, il ne se passe pas un jour sans que je reçoive un livre témoignage d'une victime qui va se raconter pendant des pages et des pages. Alors, victime d'un pervers, victime d'un accident de la vie, victime d'un membre de sa famille. Alors, certes, on va tous rencontrer des épreuves, mais se positionner définitivement en victime, c'est peut-être pas la meilleure solution pour devenir responsable de son existence. Et c'est vrai aussi qu'en préparant le sujet, j'ai compris que concernant par exemple les abus sexuels, on a tendance à choisir de mauvais partenaires également. Eh bien, ça vient souvent d'une enfance qui n'a pas été très sécurisée, voire de maltraitance familiale. Alors, j'ai évidemment beaucoup d'empathie pour ces victimes, mais je pense, et ça va être un peu notre sujet avec Anne-Laure Buffet, qu'il n'y a pas de fatalité à rester victime. Et c'est déjà donc ce premier message qu'on va essayer de vous transmettre aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'on va comprendre aussi cette société actuelle qui valorise sans doute un peu trop les victimes. Et peut-être qu'en effet, au départ, se positionner en victime, ça apporte des avantages. Est-ce que c'est une bonne solution pour la suite? C'est peut-être pas si sûr. En tout cas, on va parler vrai, on va oser sur Sud Radio, vous écouter. Si vous êtes victime, si vous avez l'impression d'être victime, ou si vous êtes plutôt opposé à ce statut de victime, eh bien vous venez nous rejoindre en composant le 0826 300 300. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Brigitte. Alors, je sais pas, c'est un sujet délicat, mais je sais qu'avec vous, on peut évoquer des sujets comme ça. Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute, vous recevez évidemment beaucoup de victimes, comme tous les thérapeutes, de toute façon. Oui, je crois même que c'est une posture dans laquelle, en tant que thérapeute, on se doit d'être, une posture d'écoute. C'est que la personne qui arrive en thérapie, forcément a une demande et forcément est dans un mal-être. Après, elle n'utilisera pas nécessairement le terme de victime, mais nécessairement il y a un mal-être, et à un moment ou à un autre, elle va soit se nommer comme étant victime, soit avoir des comportements, des échos à une situation victimaire. Moi, il s'avère qu'en travaillant essentiellement sur les violences intrafamiliales, de fait, je reçois essentiellement des personnes qui sont ou se disent victimes de violences familiales, intrafamiliales. Alors, dès qu'on dit elles sont ou se disent victimes, déjà, on laisse entendre qu'il y a un doute, qu'il y a la possibilité du doute. Je sais que c'est très mal perçu aujourd'hui, et c'est, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est indispensable de le dire, puisque finalement, être victime, c'est ni une fin en soi, ni un diplôme, ni un statut dans lequel on doit se figer. C'est un constat par rapport à un moment donné de notre vie qui peut durer des années, lié à une situation traumatique, lié à des maltraitances, lié à des épisodes qu'on n'a pas su traverser ou pas pu traverser seul. Mais pour autant, c'est pas parce que l'on est victime que l'on doit rester victime. Au contraire, l'important, c'est de revenir à quelque chose. L'état de victime, en fait, c'est quoi? Enfin, être victime, c'est quoi? C'est être déresponsabilisé, être infantilisé, être privé de sa capacité de discernement, être capacité de sa faculté d'agir. Donc, c'est être dépossédé de soi-même. Et le nommer, c'est bien. Nommer le ressenti, c'est essentiel. Le droit peut ensuite être convoqué pour savoir si légalement, pénalement, il y a bien un état de victime ou pas. S'il peut y avoir réparation ou pas, mais encore une fois, c'est pas non plus toujours la justice qui va réparer le mieux. Et j'allais dire, il faut attendre de la justice qu'elle ne fasse que son travail de diseuse du droit, et pas, c'est pas elle, c'est pas la justice qui répare l'humain. Mais en revanche, pardon de vous couper, Anne-Laure Buffet, mais justement, en tant que thérapeute, déjà, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui va venir vous voir parce qu'il a ou elle a été victime, c'est déjà quelqu'un qui a envie d'en sortir. Non, enfin, peut-être plus que celui ou celle qui reste. Non. Vous savez, les personnes qui... je vais prendre un cas assez malheureusement classique ou banal pour moi, c'est-à-dire une femme qui est victime d'un conjoint violent, quelle que soit la violence. C'est très compliqué d'entendre le mot victime la première fois, parce que avec victime, on va mettre faible, fragile, idiot, incapable. Donc c'est très dénigrant d'entendre le mot victime. Donc une fois qu'elles ont acquis la conscience, que cette femme-là a acquis la conscience que ce qu'elle vit est de la maltraitance inacceptable et qu'elle peut en sortir, elle va
entendre le mot victime. Sauf qu'elle n'a pas encore la capacité à basculer dans autre chose. Elle n'a pas repris sa responsabilité. Elle n'a pas retrouvé de discernement. Elle est hyper dépendante. Et c'est d'ailleurs un piège auquel il faut qu'en tant que thérapeute, on fasse attention. C'est-à-dire qu'on ne les mette pas involontairement en dépendance de nous, ou que eux, les patients, ne se mettent pas en dépendance de nous, thérapeutes. Mais si on leur dit, d'accord, très bien, donc vu la situation, vous êtes victime d'eux. Déjà, on n'est pas victime, on est victime de quelqu'un ou de quelque chose. Mais vous êtes victime d'eux, mais elles n'ont pas l'énergie, l'écho nécessaire pour en sortir. On peut être victime d'un ouragan, on peut être victime... Oui, mais donc on est victime de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on dit je suis victime, on a mis une fin en soi. Si on est victime d'eux, il y a une possibilité de dépasser ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est tellement compliqué de se reprendre une identité, de s'approprier une identité, ne serait-ce que je suis victime, que si on leur dit maintenant on va lâcher ça pour redevenir un être humain à part entière avec la responsabilité, le désir, le plaisir inhérent à l'humain, etc., elles ont l'impression de reperdre quelque chose qu'elles ont eu déjà tellement de mal à acquérir, à savoir une espèce d'authenticité dans un statut qui ne devrait être que transitoire. Donc il y a des moments où on leur dit, quand on essaye un peu quand même de les pousser ou de les orienter, elle dit oui, mais si je suis plus victime, finalement je sais pas ce que je vais être. Et c'est arrivé justement à faire ces nuances. On est victime d'eux, donc on peut dire j'ai été victime d'eux. Moi, un exemple que je prends très souvent, parce que dès qu'on peut mettre une image, les gens comprennent beaucoup mieux, on est tous comme ça, c'est de dire quand on est victime d'un accident de la route, on n'est pas victime d'un accident de la route toute notre vie. On peut avoir des séquelles toute notre vie, on peut avoir une reconstruction nécessaire toute notre vie, mais le moment de l'accident, il est authentifié parce qu'il y a des constats, parce qu'il y a la police, etc. Et on va continuer à dire victime, mais au passé. J'ai été victime de maltraitance, c'est mieux que de dire je suis victime, point, parce que j'ai été victime de maltraitance va renourrir un élan vital, va permettre à cette faculté qu'ont certains, à la résilience de se mettre en œuvre, alors que si on reste dans le je suis victime, finalement on a qualifié une situation dans laquelle on va s'enfermer. Alors en préparant l'émission, Anne-Laure Buffet, on évoquait justement cette société très, très victimaire qui au fond aime bien laisser les gens dans des rôles de victimes. Et alors, quand vous m'avez envoyé le sujet du jour, je veux dire comme ça, je me suis dit, mais en fait, on est dans un paradoxe qui est complet, parce que d'un côté, on est une société qui nous pousse avec les injonctions au bonheur, à être heureux, à aller bien, à méditer, etc. Ce qui est l'inverse d'une posture victimaire. La posture victimaire, elle est quand même dans la vision négative de quelque chose. Donc, à la fois, il faut qu'on soit heureux, mais à la fois, on est encouragé à constater le malheur dans lequel on est inconsciemment, puisqu'on est encouragé à aller le chercher. Donc aller chercher le malheur dans lequel on serait, ou la situation d'agression que l'on subirait, pour pouvoir, pour le moins, se plaindre, si ce n'est porter plainte, mais en tout cas se plaindre collectivement de cette situation, parce qu'on est quand même mieux en groupe que seul. Donc, je me dis, en fait, on met l'humain... Il y a de plus en plus d'associations de victimes, de toute façon. Oui. Ça, Mais on met l'humain de plus en plus dans notre société, dans une balance permanente entre tu dois nécessairement aller bien, parce qu'il y a plein de moyens d'aller bien, donc tu dois aller bien. Si tu vas pas bien, si tu as l'impression d'aller bien, c'est que tu es nul. Mais ce dont tu n'es pas conscient, c'est que, en fait, au fond de toi, tu ne vas pas bien, et on va t'en donner les raisons. Et vous savez, il y a 2 ans, enfin juste après le premier confinement, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Au secours, je vais bien ». Et justement là-dessus, en disant, mais en fait, cette espèce de déséquilibre permanent dans lequel on met l'humain en permanence, forcément ne peut emmener que pour le moins vers un développement des névroses, voire bien plus. C'est une souffrance que de se dire je dois aller bien, il faut que je me force à aller bien, mais en même temps, puisque j'ai l'impression que je vais bien, je peux plus aller mal. Est-ce que vous ne pensez pas que ce fameux principe de précaution qui a été instauré il y a déjà 30 ans, je crois, finalement ne nous fait pas croire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des catastrophes, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des accidents, qu'il n'y a pas de raison puisqu'on va on va prendre précaution de tout, et finalement on l'a vu notamment par rapport à la Covid. Finalement, les gens étaient prêts à accepter tout plutôt que de prendre le risque d'être malade. On est dans une société qui est
très hygiéniste, trop hygiéniste, je trouve. Où tout est donné à tout le monde tout de suite. Enfin, on a accès à tout de suite, tout le temps. Et on nous a fait croire qu'on était surpuissant et qu'on pouvait tout contrôler. C'est navrant, mais comme on vit pas du tout à Euro Disney, la vraie vie fait qu'on peut pas avoir tout de suite. La vraie vie fait que la maladie existe. La vraie vie fait que la peine et la difficulté existent. C'est ce qui nourrit aussi la possibilité d'avoir du plaisir et d'avoir du désir et d'accéder au bonheur à un moment. Mais on a voulu éradiquer entre guillemets le mal, avec tout ce que le mal peut comporter. On a voulu et même le mal avec un accent circonflexe. Oui, le mal et le mal. Mais on a voulu éradiquer tout ça, mais c'est nous faire croire quoi, qu'on va vivre au pays des bisounours. Ça n'existe pas. Et qu'on va plus mourir surtout. Et qu'on va plus mourir. Et ben en fait, on va continuer de mourir, on va continuer d'être malade, on va continuer d'avoir des accidents, on va continuer de vivre des catastrophes. D'être heureux. Mais peut-être qu'il faut aller chercher dans le dépassement de ça, donc dans un dépassement de soi, la possibilité d'être heureux et ne pas attendre qu'on nous le donne, le bonheur. Bon, eh bien, écoutez, si vous avez l'impression d'être dans une situation de victime actuellement, vous nous appelez au 0826 300 300, on en parle ensemble. Évidemment, qu'on n'est pas en train de nier qu'il y a des accidents de la vie et qu'il y a parfois de mauvaises rencontres, des situations dramatiques. C'est juste pour essayer de voir comment on en fait quelque chose, justement. Allez, on se retrouve dans un instant avec Sabrina qui nous a rejoint, 0826 300 300, si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute, et avec elle, on va voir comment on peut sortir justement de ce rôle de victime. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte, je suis ravie d'être à vos côtés, ainsi qu'à votre invitée Anne-Laure Buffet. Bonjour Sabrina. Merci Sabrina. Bonjour et à vos auditeurs. Alors moi, effectivement, cette position de victime, je l'ai eue depuis 20 ans avec le père de mes enfants, où je me plaignais tout le temps de comment il se comportait avec moi auprès de sa famille. J'avais toujours besoin d'avoir une approbation, qui me disait si c'était bien ou c'était... Je pleurais tout le temps. Et à un moment donné, j'ai beaucoup suivi vos émissions et j'avais aussi écouté Anne-Laure Buffet dans différentes vidéos qu'elle faisait sur YouTube, sur un peu l'emprise qu'on pouvait avoir et la comprendre. Et ça a fait son cheminement chez moi. Donc de là, au bout de 20 ans, j'ai décidé de quitter le père de mes enfants. Là, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais quitté et je recevais donc des menaces de mort. Et de là, j'ai décidé de plus être la victime, mais d'être mon propre chef. Parce que comme je voyais qu'en me plaignant auprès de sa famille, je n'y gagnais rien à part m'engouffrer encore plus dans l'emprise. Là, j'ai décidé de me sauver moi. En fin de compte, j'ai décidé de partir. Oui, mais merci de votre témoignage, Sabrina, parce que en effet, pendant 20 ans, vous subissez, vous êtes victime, et donc comme vous êtes victime, vous restez victime. Et c'est sûr que le jour où vous prenez la décision de partir, bravo. Alors d'abord, je vous remercie. Je vous félicite d'avoir pris la décision de partir. Je suis très touchée de savoir que j'ai pu un peu contribuer. Ça me touche beaucoup. Mais effectivement, je pense que vous avez fait le meilleur choix pour vous, c'est-à-dire vous reconsidérez. Avoir une nouvelle considération pour vous suffisante à un moment pour vous dire que quel que soit le chemin qu'il y avait maintenant à parcourir, en tout cas il dépendait de vous et non pas de ce que d'autres ne pourraient pas vous donner, de sa famille. C'est quelque part un réflexe, j'en profite pour le dire, un réflexe normal que d'aller chercher auprès des membres de la famille du conjoint maltraitant une espèce de soutien en se disant ils le connaissent, ils vont quand même me comprendre, et en oubliant qu'on s'adresse justement à la famille et que la famille elle-même peut être sous le charme, la fascination ou au contraire avoir contribué à ce qu'est la personne. Il y a un clan, il y a un clan. Famille, ça se soude, ça se tient. De certaine manière, on s'autorise nous-mêmes à critiquer nos parents, mais personne n'a le droit de le faire. Donc c'est cette espèce de réflexe de protection qui se joue et qui pour vous rendait encore plus difficile la situation et comme vous l'avez dit, jusqu'à vous faire pleurer plus d'une fois.
Mais en revanche, aujourd'hui, on l'entend dans votre voix, il y a cette volonté de ne plus, quelles que soient les menaces de monsieur, et je sais à quel point ça peut être invalidant, mais de se dire, je peux dépasser la menace pour me donner le droit de vivre une vie qui dépend de mes choix et non pas de la coercition de quelqu'un d'autre. Ouais. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, donc après ces menaces de mort, donc j'ai porté plainte pour me protéger. Et au jour d'aujourd'hui, je vois plus mes enfants. Donc j'ai ma fille que je ne vois plus, puisqu'elle a décidé, elle n'a pas décidé, mais vous savez, je pense que moi qui ai vécu sous l'emprise, je pense qu'elle est dedans aussi. Donc pour protéger mes enfants et leur faire comprendre que le mécanisme du père est pas normal, j'ai mis la justice au milieu parce que mes enfants ça va être des adultes. J'aimerais pas qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vécu aussi avec moi, parce que mais vous avez raison, Sabrina. De toute façon, dès qu'on a affaire à des personnes qui sont toxiques, perverses, ou qu'importe le mot qu'on met, il faut mettre la justice entre vous et eux, parce que c'est le seul rempart qui tient quoi qu'il arrive. Il faut remettre une autorité déjà. Oui, et c'est ce que j'attends là. Donc j'attends la justice pour mes enfants, parce que je veux leur faire comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas normal, même si j'ai accepté moi pendant 20 ans, parce que ça va être des adultes de demain. Et en ce qui me concerne moi, je cultive le bonheur. J'apprends à être heureuse, tout simplement. Mais on ne peut que vous féliciter, vous encourager à le faire. Moi, c'est courageux de faire appel à la justice, puisqu'on c'est douloureux, c'est long, et c'est pas toujours c'est pas toujours avec le résultat qu'on attendrait. Mais en revanche, et vraiment, quoi qu'il arrive, et ça c'est également très important de le dire, quoi qu'il arrive, ça permet quand même de signifier à vos enfants, même si pour l'instant ils sont sous l'emprise du père, ça permet quand même de leur signifier qu'il y a une autre parole possible et une autre direction possible que uniquement cette espèce d'autorité paternelle qui semble toute puissante. Donc ne serait-ce que pour ça, vous avez parfaitement raison de le faire. Et puis après, je vais me permettre de vous dire ce que je dis souvent en consultation, c'est que vos enfants aujourd'hui ont du chemin à faire eux aussi, que toute personne qui est manipulée, tout parent qui est manipulé doit entendre que les enfants sont également manipulés, mais la personne manipulée se sépare d'un conjoint, les enfants ne peuvent pas se séparer d'un parent, donc c'est beaucoup plus compliqué comme parcours, et il faut leur laisser le temps d'accepter petit à petit une réalité que vous allez pouvoir montrer différente de celle qu'ils ont toujours connue. Exactement. Complètement. Et Sabrina, je suppose que vous vous faites aider actuellement ? Oui, j'ai la chance, Brigitte, d'être accompagnée par une association qui sont spécialisées dans le... alors, voyez, je crois que ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais dire. Je pense que demander de l'aide, c'est une preuve de courage et non pas une preuve de faiblesse. Parce que demander de l'aide, c'est déjà d'accepter de montrer sa fragilité, ou en tout cas ce qui va pas chez nous. Et donc, c'est déjà du courage. Et c'est bien. Parce que se faire aider, c'est... je trouve ça tout à fait bien, parce qu'on a besoin de se faire aider quand on a du mal à porter quelque chose de lourd. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se faire aider parce que vit Sabrina, entre autres, c'est lourd. Mais vous savez, pour rebondir, Brigitte, sur ce que vous dites, j'ai animé pendant 7 ans des groupes de parole, et je leur disais, quand elles venaient, les personnes qui venaient pour la première fois, je leur disais, vous vous rendez pas compte de l'énergie que vous avez déployée pour venir, parce que maintenant que vous êtes là, que vous êtes assise et que vous avez l'impression de souffler, il faut pas oublier qu'il a fallu que vous vous renseigniez, que vous preniez un contact, que vous sortiez de chez vous, que vous fassiez un trajet, que vous arriviez à un endroit que vous ne connaissez pas pour être vu par des personnes que vous ne connaissez pas, pour raconter une histoire qu'on vous a dit être fausse depuis des mois, voire des années. Donc je dis, c'est un courage phénoménal. Bravo. Bravo Sabrina. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News Soisic Belin dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, on ne présente plus Soisic Belin, notre journaliste qui aime évoquer des sujets toujours un peu polémiques, n'est-ce pas? Oui, bon, vous allez voir, aujourd'hui, je parlais d'une femme qui n'est certainement pas une victime, justement. Je ne pouvais décemment pas passer à côté d'Emma Baker, romancière de talent, qui a sa place dans votre émission, Brigitte, une place que vous lui avez d'ailleurs déjà donnée en direct pour son livre scandaleux. Et là, je me permets de citer les rageux.
jeu, La Maison. Une immersion romanesque dans plusieurs maisons closes de Berlin sur 3 années. Une immersion qui est un peu le fil rouge du travail de cette romancière, puisque tous ses ouvrages sont tirés de ses expériences de vie. Faire de sa propre chair, de sa matière vive, un outil romanesque universel, c'est du talent, qu'on se le dise. L'idée n'est pas que tous ses lecteurs se lancent dans une expérience mimétique, ce n'est pas la prostitution pour les nuls, mais il est certain que son parcours résonne avec notre intimité. Il fait écho à des peurs, des craintes, des fantasmes, qui sait. Tout le travail d'Emma Baker porte sur le désir, et cela depuis son premier roman Monsieur, sur cette irrépressible tension physique, sur ces attirances charnelles que l'on peut avoir et qui nous arrivent de terre jusqu'à ne plus pouvoir. Alors pour les plus frileux... J'adore qu'il nous arrive de terre, parce que je l'ai entendu avec la terre, moi. Non, de terre, c'est joli. T-A-I-R-E. Jusqu'à ne plus pouvoir, parce que parfois on ne peut plus. Terre, c'est ces attirances charnelles. Bref, donc alors pour les frileux, les rageux, que je cite d'ailleurs en début de chronique, pour ceux qui parlent de romans sulfureux et de provocations gratuites parce qu'ils auraient du mal à écouter leur propre corps, leurs pulsions, parce que la sexualité fait encore peur aujourd'hui, pour toutes ces personnes, soyez rassurés, Emma, c'est aussi une plume, un talent littéraire comme il y en a peu. Donc si vous souhaitez simplement vous délecter d'une langue française maîtrisée, prenez un Emma Baker. Ça fait très slogan publicitaire des années 90, mais passons. Le dernier roman d'Emma, L'Inconduite, est en lice pour le prix de Fleurs qui sera remis jeudi soir dans le café du même nom. Un prix très rive gauche qui n'a pas froid aux yeux. Alors espérons qu'il lui soit attribué. C'est ce que personnellement je lui souhaite. Alors que je vous pitch brièvement ce livre sans vous le spoiler. Après avoir écrit La Maison, après avoir outé un certain intérêt, voire une obsession pour la sexualité, après être devenue mère, il était temps pour l'auteur de faire une introspection, d'analyser ses désirs, de comprendre ce besoin qui confine parfois à de la dépendance. Il est question de maternité dans cet ouvrage, mais pas que. Il est question d'amour, d'une tentative de définir ce qu'est l'amour filial, l'amour affectif, l'amour passionnel. Il est question de folie, il est question de vie, de ce besoin de se sentir vivre par tous les pores de la peau. J'ai donc poser 2 questions à Emma, 2 questions qui, par ses réponses, pourront, je l'espère, vous donner envie de vous plonger dans son œuvre. Question peut-être un peu attendue dans une époque où l'on décrypte, analyse tout par le prisme du genre, mais question me semble-t-il intéressante. Est-ce difficile d'écrire cash sur le sexe lorsque l'on est une femme ? Moi, j'ai jamais trouvé ça difficile d'écrire de façon honnête et frontale sur ma sexualité en tant que femme. Déjà parce que quand j'écris, j'ai pas l'impression d'être une femme ou un homme. J'ai l'impression d'être moi-même qui essaye de décrire des problématiques qui lui sont chères. Et je ressens pas le besoin de me planquer derrière des métaphores ou alors derrière un vocabulaire qu'on trouverait peut-être plus saillant. Mais finalement, il en va de l'honnêteté en matière de sexualité, comme il en va des accusations de subversion ou alors d'une tentative de vouloir être sulfureuse. C'est pas moi qui essaye ça, c'est peut-être le regard du lecteur qui rend ça subversif ou sulfureux ou qui rend ça cash. Moi, j'essaye pas d'être cash, j'essaie d'être honnête. Comment vit-on après La Maison, donc son 3e livre? Comment vit-on en tant qu'être humain, en tant que femme, la fin d'un travail romanesque aussi impliquant physiquement et psychologiquement? C'est finalement tout le propos de son nouvel ouvrage, mais elle en parle beaucoup mieux que moi. Comment j'ai vécu l'après-maison, c'est un petit peu ce que je raconte dans mon dernier roman. C'est-à-dire que je suis immédiatement devenue mère et que forcément cette problématique s'ajoutait à celle que j'avais en quittant ces 3 ans de maison close. C'est-à-dire qu'il faut d'une façon ou d'une autre réinventer sa sexualité, réinventer sa façon de désirer et d'être désiré. Après 3 ans, à avoir finalement monnayé cette disponibilité, cette malléabilité, ce désir qui n'en était pas un, qui était un exercice professionnel, qui était du théâtre. Donc c'est comme ça que je conçois la quête qui m'habite dans ce dernier roman. Un dernier roman donc qui est paru chez Albin Michel en cette rentrée littéraire et un précédent roman qui se voit adapté sur les écrans au cinéma le 16 novembre, mercredi prochain. La Maison, un film d'Anissa Bonnefond avec Anna Girardot dans le rôle d'Emma, mais également des femmes hautes en couleur, Aure Attica, Rossi de Palma, Gina Jiménez et Nikita Bellucci. Écoutons la bande-annonce et finissons là-dessus.
J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ? En tout cas, on fait parfois la comparaison entre le livre L'inconduite d'Emma Becker et puis le livre de Catherine Millet. Et je trouve que c'est pas tout à fait juste. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est deux choses différentes, effectivement. Catherine Millet, c'est son expérience personnelle qu'elle raconte. Emma Becker, c'est aussi son expérience personnelle, cela dit. Mais c'était il y avait déjà cette idée de roman en entrant dans ces maisons closes. Oui, non, mais là, je parlais de l'inconduite, où elle raconte quand même beaucoup plus sa vie, puisqu'elle parle même de la mort de son père, tout ça. Enfin, bien sûr. C'est un livre assez autobiographique. Oui. Non, vous avez raison. Mais je trouve pas tout. Enfin, je veux dire, c'est ces deux femmes qui, en effet, assument très librement leur sexualité et assument leur amour de la bite, osons le dire. Mais c'est pas du tout le même. Enfin, je trouve que c'est pas la même couleur. Vous n'avez pas lu peut-être Emma Becker ? J'ai pas lu le livre de Emma Becker, donc je peux pas. Ah bah oui, on n'est pas parfaite. Pardon. Peut-être qu'il y a aussi un rapport à l'époque où ces livres sont sortis, ils sont pas sortis à la même époque. On parlait peut-être moins facilement de sexualité au moment où celui de Catherine Millet est sorti. Peut-être qu'on s'attendait pas, étant donné sa classe sociale et son milieu, à ce qu'elle dévoile sa vie intime. Et une sexualité débridée, enfin qu'on peut considérer comme débridée. En tout cas, ces deux femmes, puisque je les connais toutes les deux, ces deux femmes qui sont des femmes libres, et je trouve que ça fait du bien que ces femmes existent, écrivent, parce que c'est pour les femmes qui se posent encore des questions sur ce que c'est que la femme libre. Ben voilà. Oui, et puis qu'elles disent. Après, tous les hommes ont encore le droit de dire aujourd'hui des choses qui seraient choquantes qu'une femme écrive ou dise. Et je vois pas pourquoi certains mots, le même mot. Je vois pas pourquoi il est choquant dans la bouche d'une femme et il est normal dans la bouche d'un homme. Donc, soit il est choquant quelle que soit la personne qui l'utilise, soit il l'est jamais. Bien sûr. Bon. Et comme nous parlons de victimes aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de vous présenter ou vous représenter cette femme qui n'en est pas une. Je sais pourquoi vous aimez beaucoup ce livre d'Emma Becker, mais je ne reviendrai pas là-dessus, Soisig Belin. Mais non. Ça restera entre nous. Voilà. Merci beaucoup, Soisig Belin. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Elsa est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Alors, première question, justement, Elsa. Est-ce que ça vous aurait fait fantasmer ? Est-ce que vous auriez aimé, justement, aller travailler dans un bordel ? Non. Non, la réponse est claire. Non. même pour beaucoup d'argent. Non, parce que pour moi c'est peut-être un petit déséquilibre personnel qui amène les gens à trouver un équilibre ailleurs dans ce type d'endroit, mais non, pas pour ma part en tout cas. D'accord. Eh bien, votre réponse, au moins, elle a le mérite d'être claire. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le libertinage ? Non. Ça m'étonne pas. J'étais sûre que vous alliez me répondre la même chose. On pourrait penser peut-être que le sexe sans amour, pour vous, ça paraît quelque chose d'assez incompréhensible. Mais c'est pas ma question. Oui, c'est un petit peu à l'opposé de mes convictions, on va dire. Oui, voilà. Oui, c'est bien comme ça que c'était bien ma conclusion à la réponse à vos deux premières questions. Et dernière question, quelle est pour vous la qualité intrinsèque d'un homme ? Qualité indispensable. La gentillesse, d'accord. Oui, tout simplement. Vous êtes mal barré alors. Ce sera pas pour eux. Peut-être. Mais non, mais c'est de l'humour. Oh. Enfin, Brigitte, on va encore en blesser certains. Vous savez bien que j'adore les hommes. Vous le savez, Elsa, j'espère. Hein. Oui, je sais. Bon. Eh bien, vous pouvez poser une question à Anne-Laure Buffet, elle vous écoute. Je voulais savoir, dans le cas de victimes, de personnes qui sont victimes plutôt de problématiques de comportement au travail, quelle attitude adopter ? Donc j'imagine comportement au travail, ça veut dire des ordres ou émanant d'un chef.
d'un Voilà, ça supérieur peut être, ou d'un non, collègue même pas harceleur? forcément des collègues qui sont dans la surveillance, dans le contrôle, dans des médisances, en fait, qui sont qui sont toxiques, tout simplement. Voilà. Oui, alors là, vous le mettez au pluriel. Je ne vais pas faire une petite déduction rapide comme quoi il se pourrait que vous parliez éventuellement peut-être de votre cas et que éventuellement peut-être vous auriez plusieurs collègues qui s'en prendraient collectivement à vous. Je le dis parce que ça a un nom dans tous les types de harcèlement qui existent. Il y a le mobbing. Ça fait partie. Enfin, c'est ce qu'on appelle du mobbing, le fait de prendre un collègue en bouc émissaire et de lui faire porter à peu près tous les maux de la terre pour diverses raisons d'ailleurs. Alors bien sûr, le premier conseil, c'est quand même d'essayer d'aller en parler au DRH, éventuellement à l'inspection du travail, éventuellement à la médecine du travail, en fonction des conséquences que ça pourrait avoir sur la personne qui est victime. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont victimes d'une situation qui vont pas en souffrir, en apparence en tout cas, mais qui ont quand même besoin que justice soit faite. Et donc elles vont plus s'orienter vers l'inspection du travail ou vers la DRH, et d'autres vont plus avoir besoin d'abord d'un soutien avec la médecine du travail. Bien évidemment, on va vous conseiller, dans la mesure du possible, d'ignorer les attaques, puisque en fait l'agression se nourrit elle-même de la réponse qui sera faite à l'agression, et plus on prête d'intérêt à l'agression, et plus l'agresseur se satisfait de ce qui est dit et fait. Mais c'est pas toujours évident de ne pas pouvoir répondre ou de se retenir de répondre à ses collègues. Surtout quand le système s'est mis en place. Hein. Et puis parce que de fait, on peut aussi être amené à la faute. Si vous avez un collègue qui vous apporte un dossier qu'il faut compléter et que sous prétexte que on ne répond pas, on ne complète pas non plus le dossier, on peut se mettre en difficulté. Donc il n'est pas question de se mettre soi-même en danger en se disant je prends la fuite et je vais chercher un travail ailleurs. Ça peut être une réflexion, mais je crois qu'il est parfois urgent de ne pas agir dans l'urgence dans ce genre de situation. En revanche, c'est oser dire aussi à ses collègues qui sont harceleurs, c'est oser nommer ce qui se passe, c'est-à-dire leur signifier, et quitte à même le faire par écrit, leur signifier que les comportements dont on est victime, ça s'appelle du harcèlement, leur signifier qu'il y a la possibilité de porter plainte, leur signifier qu'il y a un code du travail, c'est-à-dire les remettre on a le droit de répondre à son collègue, tu n'as pas à me parler comme ça, ou tu n'as pas à me dire ça, enfin, c'est les agissements sont subtils, hein, je le constate pour d'autres collègues, pas que pour moi, je parle de façon générale, hein, mais c'est très subtil, donc c'est très difficile à mettre des mots en fait aussi sur la situation, et du coup c'est utilisé de façon subtile. Donc je note l'ignorance à apporter au comportement, mais effectivement, si c'est parce que c'est bien toute la difficulté lorsqu'il y a du harcèlement, c'est qu'il y a une forme de harcèlement qui est visible, et puis une forme de harcèlement qui est beaucoup plus sournoise. Et effectivement, si vous allez au frontal en disant ce que tu me fais, c'est du harcèlement, et l'autre a tout loisir de le retourner contre vous en disant non, c'est pas du harcèlement et toi t'es parano, donc comme ça au moins on ne fait qu'aggraver la culpabilité. Donc effectivement, le plus simple, c'est d'essayer d'essayer, je dis bien, hein, je dis pas que c'est facile à faire, dans la mesure du possible, d'ignorer ce qui se passe, c'est-à-dire de tenter. En fait, ce que crée ce harcèlement sournois, c'est l'objectif, c'est de vous pousser à la faute en vous mettant en porte-à-faux et en vous faisant vous sentir coupable ou en doutant de ce que vous êtes en train de faire et de la qualité de votre travail. Donc le mieux, c'est quand même d'arriver à rester le plus droit possible dans ses bottes en disant je suis compétente au poste auquel je suis parce que sinon je n'y serais pas. Et à partir du moment où je suis compétente et où ni la DRH ni aucune autre autorité ne vient me signifier que je dois quitter mon poste, je continue à agir tel que je dois agir, et je tente de laisser les harceleurs à ce qu'ils sont, c'est-à-dire finalement des gens qui ont très peu de qualité intrinsèque et qui vont aller se nourrir des autres. Mais après, j'imagine bien que c'est très facile d'avoir ce genre de propos à l'antenne, et beaucoup plus difficile dans le quotidien. En tout cas, c'est quand même essayer d'avoir ça en tête. Surtout sur le long terme, il faut de l'endurance. Oui, et c'est épuisant.
C'est épuisant, mais c'est aussi peut-être tout à fait à l'extérieur de la boîte, mais trouver un espace où parler. Tout à l'heure, pour d'autres cas, Brigitte évoquait les associations. Il y a des associations de défense de salariés. Il y a peut-être des proches, des amis, quelqu'un à qui vous pouvez en parler, qui ne doit pas devenir non plus le réceptacle de toute votre peine ou toutes vos difficultés. Mais en tout cas, avoir un contrepoint équilibré par moment. Oui, pas garder ça pour vous, évidemment. Ouais. Merci Elsa, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Anne-Laure Buffet et vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les victimes, on en parle avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, auteur de nombreux livres, notamment Tous toxiques, tous victimes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis on a aussi beaucoup parlé avec vous de l'amitié. C'est un livre qui était sorti aux éditions Erol. Bonjour Margot. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Margot. Donc vous avez eu... Merci. Donc vous aussi, vous avez eu un ex-mari assez toxique, hein? Oui, mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais victime que j'étais dans une situation de victime, parce que je trouvais toujours des raisons qui faisaient que j'excusais l'autre, donc mon ex, et je me donnais des coups à moi, quoi. Voilà, j'ai pris conscience de ça quand je souffrais, et donc j'ai été voir un thérapeute, et je lui ai expliqué... Quand vous dites que vous étiez en couple et vous souffriez vous étiez malheureuse, ou bien vous aviez vraiment quelque chose qui fait que vous souffriez, je sais pas moi, une maladie? J'étais malheureuse. J'étais malheureuse de ne pas trouver de joie. Votre vie n'était pas heureuse. Vous étiez donc malheureuse. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai été voir ce thérapeute. À un moment donné, je lui ai raconté donc une scène de ma vie de couple. Je vous la raconte. Si vous voulez, oui. Oui. Voilà, je devais recevoir mes parents à déjeuner, et donc ce jour-là, j'étais très contente de les recevoir, et donc ce jour-là, mon ex, comme il le faisait tous les dimanches, s'est levé pour aller au marché, faire à manger. Il faisait ça le dimanche, et donc il préparait tout ça, et moi j'avais pour mission, si je puis dire, de poser la table, de mettre de l'ordre dans la maison, enfin bon. Et donc on était à table, et puis mes parents étaient là, on était ensemble, on mangeait, puis brusquement mon ex me regarde et me dit le sel. J'avais oublié évidemment de mettre le sel à table. Ah, c'est pas bien, Margot, hein? Non, je me suis levée exactement comme vous dites, comme une petite fille qui a été sermonnée par sa maman. Et donc je me suis levée, mais ce qui était fantastique, c'est que je me suis levée avec de la colère, mais la colère qui était dirigée sur moi-même. Comme quoi j'étais infoutue de savoir poser une table et d'en être à oublier le sel. Voilà, c'était de ma faute tout ça. Lui, il s'était levé, il avait fait à manger, il avait filé au marché. Mais est-ce que, j'imagine que vous l'avez analysé avec votre thérapeute, quand vous êtes en colère contre vous, au fond c'est quoi? C'est la petite fille qui a été de toute façon toujours mal jugée par ses parents. Il y a quelque chose qui se répète. Exactement. Et le thérapeute, pour me faire comprendre peut-être ça, je sais pas, il m'a dit, et si par exemple, imaginons qu'il vous ait dit, ah chérie, t'as oublié le sel, tu peux m'apporter le sel s'il te plaît? Alors je lui ai répondu, parce que je trouvais que c'était idiot cette façon de dire. Je lui ai dit, je me serais levée puis j'aurais apporté le sel. Il me dit, et qu'est-ce que vous auriez trouvé? Mais là j'ai pris conscience que la chose qui était différente, c'est que je n'aurais pas eu de colère sur moi. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Je n'aurais pas du tout été en colère contre moi, et puis je me serais dit ah ben oui, je suis étourdie,
Et puis voilà, c'est tout. Ce qui m'a fait beaucoup plus mal, pardon, c'est cette colère contre moi finalement, cette façon de me dire que j'étais bonne à rien, quoi. Ouais, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à fait au début, Margot, sur je ne m'en suis pas aperçue au début. C'est quelque chose que j'entends souvent, je m'en suis pas rendu compte. Et pire encore, la question que je peux entendre lorsque je suis amenée à parler de ces sujets, la question que je peux entendre qui est mais les personnes que tu reçois, elles s'en sont pas rendues compte au début que leur mari ou parfois leur femme sont des personnes maltraitantes. Je dis ben non, en fait la personne maltraitante, comme vous dites, elle arrive pas avec un gyrophare sur la tête et un panneau autour du cou en disant bonjour, attention, je vais te maltraiter. Et c'est l'interaction qui se joue dans un couple, elle est extrêmement importante, mais elle repose sur différents ressorts, à commencer bien sûr par l'amour, mais à commencer aussi par la croyance qu'on a en l'autre et par ce qu'on va lui donner comme possibilité et comme pouvoir. Et plus on est en attente parce que soi-même on est en déficit de confiance ou en déficit d'amour ou qu'on a eu un traumatisme, et plus on va accorder à l'autre, inconsciemment bien évidemment, on accorde à l'autre la possibilité d'une certaine manière aussi le devoir de nous réparer. Et ça, c'est valable dans quasi toutes les situations de couple où il y a de la toxicité qui s'installe. Et c'est extrêmement compliqué quand on est en position de victime. C'est extrêmement compliqué de se dire, en fait, le peu que j'avais, je l'ai complètement confié à autrui, cet autrui étant mon conjoint, et cet autrui, plutôt que de s'en servir pour m'aider, est en train de s'en servir pour me détruire. Donc finalement, si je n'arrive pas, si mon conjoint est encore en train de me faire des réflexions, quand ça n'est que des réflexions qui sont blessantes, c'est parce que je ne lui ai pas encore assez donné. Donc il y a cette espèce de jeu qui va se mettre en place où l'un va être toujours plus en demande. Les deux sont en fait toujours plus en demande, mais l'un de reconnaissance et l'autre de pouvoir. Et c'est vrai que très souvent c'est avec des choses qui semble anodine. Ce que vous vivez, c'est une anecdote. Il a dû vous dire 1000 fois sur le même ton, il n'y a pas le sel, il n'y a pas le pain, il n'y a pas je sais pas quoi. Mais là, c'était devant des tiers, même si c'était vos parents sont des tiers. Et tout d'un coup, vous êtes obligé d'obéir à votre mari parce que vous avez mal fait quelque chose devant d'autres personnes qui ont autorité sur vous, à savoir vos parents. Et vous êtes incapable de résister à un des trois. Et cette colère contre vous-même, en fait, c'est le besoin de prendre la parole. Et c'est ce que vous exprimez chez le thérapeute. On sait d'ailleurs très souvent que la colère, elle vient à cause d'une injustice, un sentiment d'injustice. Margot, restez avec nous, vous allez pouvoir continuer votre témoignage après les infos. Et puis alors j'ai une devinette pour vous, parce que je sais que vous êtes totalement amoureuse de vos deux petits chatons, Anne-Laure Buffet. Donc voilà la devinette du jour. Que se disent deux chats qui sont très amoureux? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous dire comment vous avez réussi à comprendre que vous étiez victime et comment vous avez fait pour sortir de ce rôle justement, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Anne-Laure Buffet aujourd'hui. Nous évoquons les victimes, le rôle de victime, parce que on n'est pas victime, on n'est pas né victime, et quand on est victime, on peut s'en sortir. C'était un petit peu le message positif, Anne-Laure Buffet, que nous avons envie de faire passer aujourd'hui. Margot va reprendre la parole dans un instant, puisque justement, elle s'en sort et elle essaye de s'en sortir en tout cas. Mais d'abord, je voulais savoir que se disent deux chats très amoureux, Anne-Laure Buffet. Oh, je vais dire n'importe quoi, donc je vais vous laisser répondre. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Oh, c'est joli. Je savais que ça allait vous plaire. Ça, c'est oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Vous allez pouvoir dire ça à vos deux petits chatons tout à l'heure. Margot... Non, c'est un frère et une sœur. Ah oui, là ça craint. Oui, ça craint. Margot, excusez-nous, on a eu les infos, donc on vous retrouve et vous avez donc grâce à ce thérapeute, c'était lors de la première séance qu'il vous dit ça? Oui. Ah bah super, bravo. Oui. Et justement, ce jour-là, j'ai décidé de travailler sur l'émotion de la colère. Parce que c'est ce que j'avais relevé, qui m'avait le plus marqué, c'est cette colère contre moi-même. Et donc, comme dit Anne-Laure Buffet, le pouvoir que j'ai donné à l'autre, c'est-à-dire à mon époux qui... c'est un pouvoir que je lui donne. Et j'imagine
d'autant plus que, compte tenu de votre parcours antécédent, être en colère, c'est pas bien, quoi. Bah non. Si, justement. Non, et justement, c'est là-dessus que j'ai travaillé avec ce thérapeute en faisant une différence au niveau de cette émotion. Parce que, comme toutes les émotions, je crois, elles ont un côté positif et un côté négatif. La même émotion peut avoir les deux choses. La colère que l'on Alors, vous avez raison, mais quand même, ce qu'il faut vraiment qu'on entende, c'est que l'émotion, on n'en est pas responsable. On a une émotion. Après, c'est la manière dont on va la gérer, dont on va l'utiliser, qui va être positif ou négatif. Mais notre émotion, elle est en nous, elle se manifeste, et il faut surtout la reconnaître et l'écouter, parce que sinon, en effet, on la refoule et elle fait des dégâts. C'est ça. Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre. En fait, cette colère, elle était celle de la petite fille, je crois. Je crois que celle de la petite fille, et cette colère était dirigée en fait vers ma mère. Enfin, j'étais une petite fille. Et je devais obéir aux injonctions. Mais peut-être aussi qu'elle était dirigée contre vous. Maintenant, tu n'es plus une petite fille. Pourquoi tu réagis pas? Mais ça, c'est plus inconscient, peut-être. C'est là-dessus justement qu'il y avait parce que si je me considère effectivement comme une petite fille, c'est normal que j'obéisse et que je donne du pouvoir à l'autre. Alors que si je fais la différence en me disant mais tu n'as pas en face de toi ta mère, mais tu es adulte et tu peux répondre aujourd'hui de cela. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à faire. Il y a aussi autre chose, je reviens sur l'émotion en tant que telle de la colère, c'est que là vous parlez de ce moment où vous êtes on va dire psychiquement et émotionnellement une petite fille et qui est encore face à la figure maternelle. C'est que quand on parle de la colère, très souvent je constate que les personnes qui ont peur d'être en colère ou qui tout d'un coup se retrouvent en colère contre elles-mêmes, comme vous l'avez vécu, et qui sont surprises par ça, elles imaginent que la colère, c'est forcément quelque chose qui est explosif, où il y a des hurlements, il y a des cris, enfin c'est quelque chose où il y a du drame. Et c'est la colère qui leur a été interdite par les parents, c'est-à-dire que plus exactement, c'est l'expression que l'enfant pouvait avoir petit de ses frustrations ou de ses peurs ou et des demandes qui étaient bruyantes, je vais le dire ainsi, et qui étaient refusées par les parents. Donc et les parents leur disant arrête tes colères. Donc il y a une confusion entre le mal-être d'un enfant qui n'arrive pas encore à se faire entendre et qui essaye d'exprimer quelque chose vis-à-vis de ses parents, et les parents qui vont renvoyer à cet enfant ce que tu exprimes parce que c'est bruyant et que ça nous dérange et qu'on comprend pas. On n'essaye pas de te comprendre, mais en revanche, on refuse toute expression venant de toi. Et ça installe chez la personne, lorsqu'elle grandit, l'idée que si on lui parle de colère, ça l'installe, ça la ramène à ces souvenirs-là d'enfance, et donc elle se tait. Or, la colère, elle peut être froide, elle peut être silencieuse, et elle peut mettre en mouvement. Et je vais vous prendre une image que j'ai très souvent donnée en consultation. Alors, il faut connaître le film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est Autant n'emporte le vent. Non pas que je sois une fan de Autant n'emporte le vent. Si, c'est un film génial. Oui, mais non, parce que Bonnie, elle reprend encore le poney à la 50e fois, je l'ai vu 50 fois, elle remonte sur le poney, elle meurt encore, ça m'énerve. Mais il n'empêche qu'à la fin de la première partie, Scarlett, qui a tout perdu, arrache une carotte dans un champ, et elle est malade, et elle lève le poing face au coucher de soleil, et elle dit « Je jure de ne plus à jamais souffrir de la faim, et du froid, et de je ne sais quoi ». Mais elle est en colère. Et ça, c'est une colère froide, et c'est la colère qui va mettre en mouvement, parce qu'elle devient motrice. Or, quand on dit... Oui, c'est une belle énergie. Ouais, c'est une belle énergie. Or, dans des situations de violence et d'emprise, les victimes se disent « je n'ai pas le droit à la colère », en confondant la colère motrice qui va leur permettre de dépasser leur souffrance et la situation de violence qu'elles vivent, et la colère du petit enfant qui a toujours été interdite par l'autorité parentale réelle ou symbolique.
Voilà, j'espère que je suis claire parce que j'essaye de le faire vite. Mais vous, dans tout ce que vous venez de dire rapidement, Margot, sur ce jour où il vous dit le sel et puis votre séance chez le thérapeute et puis votre compréhension, il y a le passage de cette colère d'enfant à la colère de l'adulte qui est beaucoup plus sourde et beaucoup plus froide, mais qui dit maintenant c'est à toi de te prendre en main. Arrête de donner ce droit aux autres. Mais ce qui est intéressant à comprendre, Margot, et je le dis surtout pour ceux qui nous écoutent, c'est que au moment où vous allez voir le thérapeute, vous êtes prête à entendre ce qu'il va vous dire, et ce qu'il vous dit est le déclic de ce que vous aviez de toute façon envie d'entendre, voyez. Et je pense que quelque part, l'énergie que vous avez mis pour aller voir ce thérapeute est une énergie certainement qui a pris sa source dans ce moment de colère que vous avez eu quand vous êtes levé pour aller chercher le sel. C'est l'adulte qui a besoin de comprendre et puis l'enfant qui obéit sagement. Et c'est ça qui est important parce que vous êtes pris en main à ce moment-là, voyez, en allant voir le thérapeute. Oui. Bravo. Oui. Et j'ai pris conscience de la différence entre moi, l'enfant, et moi aujourd'hui l'adulte. C'est ça qui a été intéressant, je crois, dans ma prise de conscience, c'est que je n'étais plus si je restais dans l'état de l'enfant, ça me permettait d'être dans la fusion avec ma mère encore et encore. Et voilà pourquoi je souffrais. Et ça, ce n'était pas de ma faute. Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai l'impression que la douleur de la petite fille, elle est toujours là parce que les douleurs de l'enfance... Mais nos blessures, nos blessures sont toujours là, mais en même temps, une fois qu'on a compris où elles sont, ce qu'elles sont, on peut ne plus les subir et on peut en faire quelque chose. Ça c'est hyper important. Plutôt que d'essayer de fuir la blessure, de se dire finalement c'est normal que je me sente blessée. Et parce que j'autorise cette blessure à s'exprimer, elle a moins besoin de venir taper à la porte en disant coucou, je suis là et je vais continuer à te faire mal pour que tu m'entendes. Oui, et surtout à des moments où on s'y attend pas. Mais ce qui a peut-être joué aussi ce jour-là, parce que c'est important puisque vous nous racontez cette scène des années après, j'imagine, Margot, c'est que à ce moment-là aussi, vos parents étaient là, donc votre mère était là, et votre mère n'a pas pris votre défense, c'est-à-dire que elle vous a laissé maltraiter par votre mari. Oui, mais bon, je n'avais pas besoin d'un sauveur. C'était moi qui devais me sauver, je crois. Et c'est ce que j'ai fait plus de temps après. Mais vous avez fait un sacré chemin en thérapie. Je vous félicite, Margot. Disons qu'aujourd'hui, j'essaye de repérer la douleur qui est celle de la petite fille, parce qu'elle est toujours là, cette douleur. Mais aujourd'hui, quand j'ai un problème par rapport à ça, à cette colère qui monte, j'essaye d'être l'adulte qui console cette petite fille. Et chaque fois que ce souvenir est ravivé, je fais la différence entre l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout à fait le droit de se faire respecter et de dire aujourd'hui t'as pas à me parler comme ça, et en même temps de repérer que cette douleur d'enfance elle est là quand même. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, Margot, c'est qu'au moment où cette colère tout d'un coup se fait surface et quelque part est ravivée, eh bien prenez-la comme une énergie positive et faites-en quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous pouvez aller jardiner et arracher des mauvaises herbes. Vous pouvez, voyez, vous en faites quelque chose et vous verrez à ce moment-là, ça va devenir votre ami. Oui, voilà, c'est ça. Vous savez, là, quand on parle d'émotions, il y a une expression qui me casse les pieds. C'est quand j'entends parler des émotions négatives, comme s'il y avait d'un côté la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, et de l'autre côté la joie. Je disais, mais c'est quoi ce bazar? Il y a des émotions. Et des émotions, comme l'a dit Brigitte, comme vous le dites Margot, des émotions qu'on peut ressentir de manière négative à un moment, et puis après qu'on peut intégrer autrement. Mais la colère n'est pas négative, la peur n'est pas négative. Ce sont entre guillemets des signaux qui nous permettent d'avoir un éclairage particulier sur un moment de notre vie pour pouvoir en faire quelque chose. Donc moi, je refuse cette expression des émotions négatives. Je trouve que c'est hyper
enfermant. Et puis c'est dire aux gens, en gros, déjà ce que tu ressens c'est négatif, donc tente de faire autre chose. Bah non, je ressens de la peur ou je ressens de la colère, et elle a un sens, peut-être infondé, mais elle a un sens, il faut l'entendre. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on en fait qui peut être négatif ou positif. Exactement. C'est ce qu'on en fait. Si effectivement on est tétanisé, qu'on dit rien et qu'on courbe le dos, c'est sûr que les effets seront négatifs. Mais on peut aussi, on a aussi le droit, à un moment donné, quand on a très peur, de courber le dos ou de fuir. Et c'est pas grave. Non, bien sûr, mais il faut en prendre conscience. On fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on peut. Bravo Margot, merci de ce témoignage. Merci à vous. Merci. Allez, on fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr. Vous vous êtes sorti du rôle de victime. Venez nous raconter comment et grâce à quoi. Et on voit que parfois c'est juste une phrase au bon moment qui peut permettre de faire tout d'un coup un déclic. Et c'est ça qui est intéressant. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Anne-Laure Buffet et nous évoquons donc le rôle de victime qui n'est qu'un rôle, bien sûr, qu'on endosse parfois, mais dont on peut en sortir. Et c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer aujourd'hui. On a vu que on peut rester victime très longtemps, que ce soit Margot, que ce soit Sabrina, 20 ans, 20 ans de 20 ans, de vie de 30 ans, 40 ans, ça peut durer très 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 longtemps. Donc ça aussi c'est important de l'entendre, parce que il ne faudrait pas, moi j'en reçois beaucoup qui se mettent en comparaison les unes avec les autres, c'est-à-dire que elles arrivent en disant je suis victime d'eux, mais je suis quand même moins victime d'eux parce que moi j'ai pas vécu ça, ou moi je suis moins intelligente qu'une autre parce que l'autre a compris avant moi et donc est parti avant moi. Et non, chaque histoire est une histoire individuelle, chacun a sa personne, sa personnalité, son histoire, son contexte. Donc on ne peut pas se comparer. En revanche, il y a des éléments qui sont intangibles, à commencer par le fait que la violence, quelle que soit la violence, n'a jamais d'excuse, jamais de raison, et est toujours condamnable, et il faut toujours tenter de sortir d'un système de violence. Après, chacun absorbe ce qu'il vit de façon différente, et on n'a pas à se comparer avec notre voisine, notre cousine ou une illustre inconnue sous prétexte que quelque part ça console et quelque part ça enfonce dans la culpabilité. Oui, c'est moins grave. Non, ça veut rien dire. On est mal considéré, on n'est pas respecté, ou on est respecté. On est victime d'ailleurs. On n'est pas un peu victime. Bien sûr, bien sûr. Et bonjour Marianne. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Anne-Laure. Bonjour Marianne. Alors, moi, en ce qui me concerne, je voulais intervenir sur votre émission du jour. Alors, j'ai découvert pour ma part, enfin, découvert entre guillemets, j'ai entendu ce mot de victime me concernant à l'âge de 49 ans. Oui. Et par qui ? Alors, par un psychiatre. Et je l'en remercie encore parce que j'avais eu des suivis psychologiques depuis longtemps. Et pourtant, personne n'avait jamais mis les mots sur mon problème. Mais en même temps, je le disais pas vraiment non plus. Enfin, c'était compliqué. J'ai eu un parcours de vie depuis l'enfance assez compliqué. Et ce psychiatre a tout de suite su voir les choses derrière les mots que je ne disais pas vraiment. Il a transposé les mots et ça m'a fait un bien, ça m'a fait une libération incroyable. C'est comme si du pu qui était cumulé depuis très longtemps, qui était tendu sous ma peau parce que j'étais en souffrance énorme. Et là, j'ai eu l'impression qu'il mettait un coup de scalpel. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, quelqu'un qui voit quelque chose. Oui. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, premièrement, peut-être que d'autres avant lui vous l'ont dit, mais que vous n'étiez pas encore apte à l'entendre. Oui, ou peut-être que vous êtes tombé sur des thérapeutes qui sont très bienveillants d'écoute, mais qui quelque part n'osent pas suffisamment bousculer le patient. Et les deux sont possibles. C'est vous qui pourriez répondre. Oui. Oui, bien sûr. Non, mais je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Non, mais moi non plus. Mais on peut quand même parfois ne pas entendre parce que justement c'est violent de s'entendre dire qu'on est victime, et vous le dites bien puisque ça a été un coup de scalpel. C'est très violent. Alors c'est vrai que pour en recevoir tous les jours,
C'est pas très élégant ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendu dire mais vous êtes la première à le nommer. Alors c'est vrai que j'utilise le mot clairement et que beaucoup en ont besoin. Et c'est vrai aussi que très souvent il y a cette interaction. C'est une interaction, la relation thérapeutique. Et les personnes voudraient que le psychiatre ou le psychothérapeute leur dise quelque chose précisément. Restez devant le micro. Donc utilise précisément le mot et dans le même temps, elles n'osent pas dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de jeu qui se met en place entre le thérapeute et son patient. Le thérapeute allant chercher chez le patient ce qui va permettre au patient de dire suffisamment de choses pour que lui-même, thérapeute, s'autorise à dire vous êtes victime d'eux, parce qu'on ne peut pas infliger à quelqu'un d'entendre vous êtes victime d'eux si la personne n'est pas prête à le recevoir. Donc c'est très long le cheminement qui amène à entendre que l'on est victime. Et en tout cas, l'essentiel, c'est que vous ayez pu l'entendre, que ça soit d'ailleurs à 49 ans ou avant, c'est de ce que vous avez pu en faire après qui est essentiel. Oui. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que je ne parlais qu'à demi-mot. J'avais trop de crainte que... Alors déjà, je ne parlais jamais de mon mari parce que j'avais trop peur. Mais même de ce que je disais de mon enfance, il y avait... Enfin voilà, très honnêtement, je n'attendais pas le mot de victime. Je n'imaginais pas à mon égard. J'étais en souffrance, j'étais malheureuse, j'étais une dépressive, comme on disait facilement aussi. C'était elle est dépressive. De toute façon, c'était une étiquette et voilà. Mais du coup, c'est vrai que je n'attendais pas spécialement ce mot-là, mais que quand le psychiatre a vu au travers des mots, du peu de mots que je disais, et surtout pas de mon mari, mais c'était un des premiers points qu'il a pu faire émerger, ça m'a fait, ça m'a choqué. Et ça vous a fait du bien. Mais qu'est-ce que ça justement, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Vous vous êtes dit finalement, tout ce qui m'arrive, je suis peut-être pas responsable. En quoi ça vous a soulagé? Alors ça a été beaucoup plus tard dans le chemin thérapeutique que je n'étais pas responsable. Par contre, ça a fait une lumière et c'est très étrange, mais je me suis dit enfin quelqu'un qui peut voir vraiment ce que je vis et qui me comprend et qui met en plus des mots que je ne connaissais pas. Mais là, du coup, il a mis des mots sur mes problèmes, ce que je traversais, ce que j'avais traversé depuis des années. Et effectivement, ça ne venait pas de moi, mais c'était une dépression réactionnelle de ce que j'avais traversé. Et là, lui, il le voyait et il mettait des mots dessus. Et c'était la première personne qui a pu m'aider. On a l'impression, vous voyez, je pense à la trilogie victime, sauveur, bourreau. On a l'impression que tout d'un coup, il devenait votre sauveur et vous étiez victime et du coup vous aviez votre bourreau et quelque part ça donnait du sens à votre situation telle que vous la viviez. Oui, j'avais pas de clarté j'étais comme dans une toile d'araignée. Je n'en voyais, je voyais rien. J'entends bien. Et par contre, derrière... Mais tout d'un coup, c'est votre bouée de sauvetage, quoi, quand il vous dit ça. Voilà. Et puis, voilà. En revanche, quand les mots ont été posés, mais ça a été une libération, mais... Alors, pas du jour au lendemain, j'étais dans un tel état que, bien sûr... non, ça n'a pas pu se faire comme ça, comme par un coup de baguette magique, mais ça a été une telle libération puissante, dans ma tête déjà, que... J'ai continué déjà avec ce thérapeute-là et puis j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire aussi mettre en ordre ma vie. Mais c'est intéressant parce que là encore, on voit avec le témoignage de Marianne, il y a un déclic et puis enfin la situation peut changer. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil et puis on continue évidemment à vous donner la parole. Vous avez été victime, vous en êtes sorti, venez nous raconter comment au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors il y a une dizaine de jours, j'avais pris comme Love Conseil le détail qui tue pour les hommes.
mais j'avais un invité qui était un homme. Donc aujourd'hui, j'ai une femme avec moi. Donc je vais prendre ce Love Conseil, le détail qui tue pour les femmes. Donc écoutez bien, messieurs, et évitez tout ce que je vais dire. Hein. Alors déjà, sur le plan physique, il faut savoir que les femmes ont généralement un odorat assez développé. Elles sont sensibles aux odeurs de toutes sortes. Donc pensez aux odeurs de transpiration. Pensez aussi à l'odeur de la cigarette. Si vous fumez beaucoup, il y a des femmes que ça peut déranger terriblement et qui peuvent du coup ne pas avoir envie de vous embrasser. Alors sur le plan vestimentaire, les femmes sont aussi très observatrices. Vous êtes d'accord jusqu'à présent, hein? Tout à fait. Les femmes n'aiment pas la chemise qui ressort du pantalon. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. À différencier de la chemise qui est posée sur le pantalon. Absolument. Mais la chemise qui tout d'un coup déborde. De juste à un endroit, c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'elle déborde et voilà, ça va pas. Ça va pas. Hein. Alors les chaussures mal cirées ou alors des baskets qui seraient trop usées, on peut tout à fait. Les chaussures, c'est très important. N'est-ce pas, hein, on est d'accord. Bon, les cheveux gras, hein, franchement, c'est pas terrible. Et puis alors les taches, c'est vrai qu'on a un œil laser et toute tache indésirable peut être gênant pour une femme. Et puis autre détail qui est peu important pour les hommes et pourtant qui est assez important pour les femmes, c'est l'harmonie des couleurs. Oui. Les hommes ont parfois des associations de couleurs pas toujours très assorties, mais nous, ça peut nous déranger. En tout cas, ils y attachent moins d'importance, je pense. Voilà. Alors, si vous avez envie de plaire aux femmes, demandez à votre femme si vous lui plaisez. Si le vert, ça va avec du bleu. Et ça va dépendre du bleu et du vert, évidemment. Bon, alors quant au comportement, les femmes n'apprécient pas les hommes qui vont mater toutes les filles. Hein. Quand vous êtes avec une femme, essayez d'éviter de plonger vos yeux dans le décolleté de celle d'à côté. Hein. Et puis évitez aussi de plonger vos yeux dans notre décolleté. Regardez-nous dans les yeux, c'est tellement mieux. Alors évidemment, les hommes qui disent je tout le temps et qui font tout pour montrer à quel point ils sont géniaux au travail, etc., etc. Bon, ça va, on sait que vous êtes formidables, c'est pas la peine d'en rajouter. Puisqu'on le sait déjà, de toute façon. N'est-ce pas? Si vous avez tant besoin de le dire, ça va finir par devenir suspect, n'est-ce pas? Alors évidemment, évitez de parler de votre maman. Ah, mais maman, elle faisait mieux le pot-au-feu. Et de votre ex. Et de votre ex, absolument. Et de votre fille. Et de votre fille, oui. Évitez de parler d'ailleurs. Alors il y a aussi les hommes qui vont se défiler au moment de payer l'addition. Hein. Je sais qu'aujourd'hui il y a des femmes qui aiment bien payer, mais faut pas que ce soit obligatoirement parce que vous êtes parti aux toilettes à ce moment-là. Ça serait un peu gênant. Voilà, alors, les hommes qui parlent de leur ex d'une manière méprisante, ça on en a déjà parlé. Et puis ne proposez pas d'aller prendre un verre chez vous. Ça va, ça se fait plus. Ça, si on est assez grande pour vous proposer justement de venir prendre un verre chez nous. Il y a des hommes qui parlent, et des femmes hein, d'ailleurs, qui parlent de leur ex de manière très très dénigrante ou dévalorisante. Et puis il y a ceux ou celles qui vont pas pouvoir s'empêcher de ramener leur ex comme si il faisait mieux, un peu comme avec une mère. Oui, mais ma mère, elle fait mieux à soupe que toi. Oui, mais ma mère, elle fait des choses. Oui, là, on a envie de lui répondre, mais pourquoi t'es pas resté avec voilà, elle ? Mais je t'en prie, mais retourne-y, puisqu'elle est extraordinaire et que moi, je fais tout de travers. Ne te gêne pas. Donc, c'est bien évidemment, ça fait partie de la vie, donc il faut pas fuir constamment le sujet. On a une vie, voilà. Mais ramener l'autre en pensant que puisqu'on va en dire quelque chose de bien, on va montrer qu'il n'y a pas de conflit, que donc une relation... Non, faut essayer d'être spontané, mais en même temps ne pas mettre le passé en comparaison avec le présent. N'est-ce pas ? Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour et Lisa. Un gros merci déjà Brigitte à vous pour ce que vous faites. Merci Lisa. Donc vous, c'est votre mère qui était quelqu'un d'assez toxique ? Oui, très toxique. Malheureusement, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait que des noms. Et donc, quelque part, je vais dire que j'ai été une victime consentante, mais malgré moi. Puisque quand on est un enfant, on pense que ce qu'on vit c'est normal. Bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà. Sauf que, j'ai toujours eu un esprit rebelle. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, je rêvais d'être journaliste. J'ai compris longtemps après que c'était pour la liberté d'expression. C'est joli ce que vous dites, quelque part. Merci. Non, mais c'est joli parce que enfant, vous soulignez... C'était tellement dur, j'avais besoin de rêver. Donc, je rêvais de partir en Australie. Mais en fait, j'ai compris, le plus loin possible. Pas parce que vous vouliez être un kangourou, rappelez-moi. Excusez-moi. Je conduis un kangourou.
Voilà, donc malheureusement, oui, j'ai grandi dans une famille toxique, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de colère refoulée, mais pour moi, c'était normal, j'ai grandi là-dedans, donc voilà. Et puis, en 2013, j'ai voulu présenter mon ami à ma famille, et là, tout le monde m'a dit non. Et là, pour moi, ça a été le non de trop. D'accord, et c'est ce qui vous a fait rompre définitivement avec votre famille? En grande partie, oui, tout à fait. La coupure, elle est complète? Oui. C'est complet parce que après ce nom de trop, il y a eu aussi d'autres choses très difficiles. En fait, comme ils n'ont pas réussi à me garder avec eux, parce que justement, je me libérais, je m'affranchissais de ma famille. Mais il y a quand même quelque chose d'important à comprendre sur le plan symbolique, Lisa. C'est que vous arrivez à dire enfin non à votre famille, non pas pour vous, mais pour votre ami. Alors pour mon ami, et je l'ai aussi dit après, pour mes enfants. Parce que par rapport à ma même famille qui m'a privé de mes enfants, là, j'ai dit de nouveau non. Comment ça, votre famille vous a privé de vos enfants? Eh bien... ils ont profité des failles que j'avais pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas du tout aux yeux de mes enfants. Et comme ça faisait très longtemps que ça se passait, comme moi j'ai pas des enfants que vous avez eus avec un autre homme alors? Non, j'ai essayé de refaire ma vie suite à mon divorce, voilà. Donc la première fois ça n'a pas été la bonne, donc j'ai essayé plusieurs fois parce que j'ai rencontré des gens très sympas qui entre nous soit dit n'étaient pas très bons pour moi, mais bon j'étais toujours dans mon truc toxique. Donc voilà, mais pour ma famille c'était toujours non. Donc j'en ai eu marre et j'ai fini par partir. Et vos enfants? Mes enfants, je ne les vois pas, mais mes enfants, c'est mon espoir. Je me dis qu'un jour, ils reviendront, on se retrouvera. Voilà. Parce que je vais vous dire, mes enfants... Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'important que vous pouvez peut-être comprendre et qui va vous aider à avancer, Lisa. C'est que il y a une énergie chez vous, il y a une force de caractère, mais qui pour l'instant se met toujours en opposition contre les autres, mais qui ne se met pas en position favorable pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et je pense que ça serait important que vous preniez un petit peu plus conscience que d'abord il faut apprendre à vous faire du bien et à vous aimer, mais pas toujours en opposition aux autres. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai parce que quand j'étais petite, je me rappelle d'une seule chose. Pour moi, l'enfer c'était les autres. Oui, c'est vrai. Oui, mais peut-être que le paradis il est en vous. Et alors... je sais pas, mais je sens que j'ai comme une espèce de pulsion de vie qui m'a sauvée plusieurs fois. Oui, mais ça je suis d'accord. Elle est là, votre pulsion d'opposition. Mais elle est tellement là qu'elle vous empêche parfois, il me semble-t-il, d'être un petit peu plus dans une introspection positive. Vous savez, comme je dis souvent, notre monde intérieur, il nous appartiendra toujours, c'est le nôtre, et c'est ce qui est le plus puissant et de plus fort et de plus beau. Et ça, c'est notre grande richesse intérieure et c'est ce qu'il faut développer. Oui, vous savez, je l'ai fait développer avec de l'EMDR, que je recommande à tout le monde. Je l'ai développé avec de l'art-thérapie. Oui, très bien. Voilà. Je l'ai développé en servant modestement de consultante dans une association pour aider des femmes en difficulté. C'est bien. Parce que non seulement j'ai eu une famille toxique, mais j'ai eu un mari pareil. Oui. J'allais dire, excusez-moi Elisa, mais vous dites non seulement, mais j'allais dire c'est presque malheureusement logique. Oui, c'est vrai. Mais toute ma vie ça a été ça. Mais bon, maintenant j'ai une autre vie. J'ai fait des thérapies avec de l'EMDR et d'autres choses aussi. Oui, mais comme ça, au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien? Je m'écoute, je fais des choses que j'aime faire, je rencontre des gens positifs, j'ai quitté la région où j'étais, j'ai tout vendu, j'ai tout recommencé à zéro. Bien, d'accord. Voilà. Mais juste au quotidien, comme ça, là. Le quotidien, depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Savoir dire non déjà. Non mais concrètement, un truc, Lisa, quelque chose de idiot, basique, anecdotique pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin qui vous a fait du bien?
je suis allée travailler, mais ça se passait pas dans de très bonnes conditions, donc j'ai expliqué pourquoi. Oui, mais là, vous voyez, vous êtes encore en opposition aux autres. Ouais, depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Parce que ce matin, vous n'êtes pas allé travailler, ça s'est mal passé, vous êtes parti. Donc j'ai été gagner ma croûte. Non, mais je sais pas, moi ce matin, par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner au lit et j'ai profité de peut-être y rester un peu plus longtemps pour me faire du bien. Alors ça a été c'est un peu difficile parce que où je travaille, je commence mon travail très tôt. Mais vous savez, mon plaisir, vous pouvez faire autre chose. Parce que vous aimez les chiens, Brigitte, moi aussi. Ma petite chienne, je l'ai sortie avant d'aller travailler. Et ça, c'est notre petit quart d'heure de plaisir. Ben voilà. Et là, je me régale. Voilà, ça y est, vous y êtes là, c'est pour vous. En Merci. fait, ce que Brigitte et moi, mais ce que Brigitte essaye de vous faire sentir, c'est que vous êtes de fait contre vos parents, contre votre famille, contre les collègues. Voilà. Et c'est là, quand vous êtes avec votre petite chienne, vous êtes simplement avec vous, donc vous êtes pour vous. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice un peu bête peut-être, mais vous vous mettez ce soir devant votre glace et vous dites « je suis contre ma famille ». Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez et vous dites « je suis pour moi ». Et vous allez voir ce que vous ressentez physiquement. Vous serez beaucoup plus pour vous que contre les autres après. Merci beaucoup. Je vais vous dire, ce que vous dites, ça me fait penser à un mantra que je me dis tous les matins quand je me lève. C'est vrai, vous voyez, ça devient, c'est devenu une banalité. Et pourtant, le matin, quand je me lève, je me dis, je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Mais vous avez raison. Mais vous savez, dans la série, on peut se parler devant la glace. Le matin, dites-vous bonjour devant la glace. Ça donne pas forcément l'air très intelligent la première fois, hein, ça peut surprendre. Il n'empêche que la première personne qu'on voit soit voir soi-même, a priori, ou presque, devant la glace, si on lui tire la tronche, pour parler un peu crûment, et ben, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre qui vous verra après dans la journée aurait envie de vous sourire ? Bien sûr. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous. Oui, donc, souriez-vous. Ah, on a de la chance, vous n'êtes pas contre nous, Lisa. Ouais, super. Non, j'aime tellement ce que vous faites, ce que vous dites et tout, parce que c'est tellement, des fois, on va dire, c'est tellement évident. Et pourtant, puisque vous parlez des victimes, quand on est victime, il y a des choses qu'on ne voit plus. On est complètement dans le déni, on est complètement dans tout ça. Voilà. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai. Mais vous savez, Lisa, et c'est ce que j'ai dit en introduction, et je vais le répéter, quand on a eu une enfance qui n'était pas une enfance sécurisée et confortable, on ne sait pas hein, ce que c'est que la confiance et on fait ce qu'on peut. Oui. Vous pouvez m'accorder juste une minute, je vais vous dire exactement ce que je me lis tous les matins. Allez-y. Voilà. Et ça, je le dédie à une copine qui s'appelle Gaëlle et que j'essaie d'aider. Parce qu'elle est dans la même situation que je l'ai été il y a longtemps. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Je suis une belle personne, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, et je mérite d'être aimée pour qui je suis. Je suis en paix avec mon passé. Je concentre mon attention sur les belles choses de la vie. Je choisis les pensées qui me réconcilient avec la paix et l'harmonie. Je transforme les épreuves et les leçons de la vie en tremplin vers le bonheur. J'ai le pouvoir de me transformer et de progresser vers un mieux-être. Je suis plus brave que je ne le crois et plus douée que je ne le pense. Je reconnais mes talents et réalisations. Je me félicite pour les grandes et petites choses que je réalise. Je suis heureuse d'avoir encore aujourd'hui l'opportunité de vivre, de ressentir et d'apprécier la vie. Merci. Eh ben merci Lisa, merci à vous. Écoutez, je vous le dédie aussi parce que vraiment, je vous écoute très souvent et je vais vous dire, parce que je témoigne de temps en temps, merci de me pousser des fois dans mes derniers retranchements pour m'ouvrir les yeux. Merci Brigitte. Merci Lisa. Félicitations. Je savais pas que j'ouvrais les yeux, je croyais que j'ouvrais les oreilles, mais on en apprend tous les jours. Merci Lisa, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure toujours avec vous, bien sûr, Anne-Laure Buffet. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Anne-Laure Buffet. Je rappelle que vous pouvez également lire ce livre Tous toxiques, tous victimes aux éditions de l'Observatoire, qui est évidemment un petit peu le livre qui a servi de fil rouge durant ces 2 heures. Alors, je suis assez surprise parce qu'on a entendu que des femmes. Je voudrais juste signaler qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont subi des relations toxiques, qui sont victimes de maltraitance familiale. Il y a une personne qui a appelé
appelé, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, mais pour du harcèlement au travail. Oui, la Elsa. question. Harcèlement au travail, c'est peut-être parfois la porte d'entrée d'ailleurs pour les hommes pour parler d'une situation où ils sont victimes de harcèlement au travail. Et puis on s'aperçoit que finalement dans le cadre familial, il y a eu aussi de la maltraitance. Mais oui, je crois qu'il faut surtout pas, au nom d'une période un peu compliquée en ce moment, se dire que toutes les femmes sont potentiellement victimes, voire vraiment victimes, et que tous les hommes sont potentiellement agresseurs, voire vraiment agresseurs. C'est heureusement plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors vous avez vécu avec un mari violent et alcoolique, enfin plutôt alcoolique et donc souvent violent. Oui. Alors déjà, je voudrais souligner juste quelque chose que vous avez dit que j'ai trouvé super, Brigitte. C'est d'encourager les femmes, de les féliciter d'avoir fait la démarche de consulter. Parce que c'est vrai qu'il faut du courage, c'est pas évident. Moi, personnellement, j'ai mis énormément de temps. J'ai attendu d'avoir 45 ans avant de faire une psychothérapie parce que je pensais que je pouvais arriver à tout assumer toute seule, et c'est une erreur. Donc c'est important de déculpabiliser les femmes et de leur dire que oui, c'est courageux d'aller se faire aider. Voilà. Et puis l'autre chose aussi que je voulais souligner, Anne-Laure, c'est vrai que l'émotion, en fait, même si c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, c'est pas forcément négatif. On peut le transformer en force. Hein. C'est les bouddhistes qui trouvent que nous, en Occident, toujours, on veut fuir la maladie, la tristesse, la mort, alors que ça fait partie de la vie. Si on est dans l'acceptation de cela et de se dire que finalement, je peux en tirer du bon, être dans la résilience, et voilà, l'émotion peut être que positive. Voilà, c'est les deux choses qui m'avaient interpellée. Et aussi la personne qui a parlé de la petite fille intérieure, je trouve que c'est super parce que c'est quelque chose aussi que je fais. Donc voilà, je voulais déjà rebondir sur ce qui avait été dit. Merci. Et alors pour parler de moi, moi j'ai réalisé à 45 ans, donc quand j'ai fait une psychothérapie, que je me suis positionnée les 40 premières années de ma vie comme une victime. Ça a commencé dès mon enfance. C'est vrai que moi je suis issue d'une famille où on est 3 filles, et moi je suis ce qu'on appelle un retour de couche. Hein. Alors maintenant je le dis avec beaucoup de plaisanterie parce que je suis très proche dans ma famille. Hein. D'ailleurs si ma maman, si mes sœurs m'écoutent, je leur fais un gros bisou. Donc c'était peut-être des injonctions parentales maladroites, mais voilà, qui ont fait que sur la petite fille que j'étais, je me sentais la 5e roue de carrosse. On était 5. Mes sœurs étaient plus belles, plus intelligentes que moi, et moi j'étais le boulet. Voilà. Et donc je me positionnais vraiment comme ça. Et comment ça s'est traduit? Ça a été très très loin. Mon papa était carrossier et j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture. Hein. Et quand j'ai fait ma psychothérapie, ça a été un flash. J'ai réalisé que quelque part, je voulais attirer son attention en ayant des accidents de voiture. Je voulais lui montrer, coucou, je suis là, moi aussi, j'existe. Parce que à partir du moment où je me suis soignée, je n'ai plus du tout eu d'accident de voiture et je suis extrêmement prudente aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis donc comme à partir de 16 ans, j'ai toujours voulu être en couple parce que ça me rassurait, parce que voilà, j'avais besoin de sentir que j'existais, que j'étais aimée. Donc j'ai toujours été en couple jusqu'à 45 ans. Soit on me quittait, soit c'est moi qui partais, mais voilà, je préférais être mal accompagnée que seule. Et quand j'ai rencontré donc mon mari, un homme brillant, parce que faut aussi souligner que la violence et l'alcool, ça n'arrive pas que dans les milieux défavorisés. Ça certes non. Oui, il était ingénieur informaticien, donc quelqu'un de cultivé, de brillant, mais qui, voilà, avec les apéritifs mondains, s'est mis à boire. Et c'était toujours, voilà, l'excuse de l'alcool, et c'était toujours bien sûr ma faute parce que je le poussais à bout. Donc beaucoup de culpabilité. Comme moi j'étais vraiment dans une désestime de moi-même, je trouvais que c'était tout à fait logique que, que je prenne un coup de boule. Passez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça, parce que j'avais des cocards. Mais après, il arrivait
à me dire mais non, mais il ne faut pas que tu me pousses à bout, mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu me cherches, voilà, pourquoi tu viens me chercher dans ma grotte quand je suis pas bien. Donc pour moi, c'était ma faute. Et puis en fait le déclic, c'est quand on a eu un enfant, et un jour notre petite fille avait 6 mois. Je l'ai pris dans les bras pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et là, je me suis choquée moi-même parce que j'ai eu le sentiment de prendre mon enfant comme un bouclier. Parce que je me suis dit, si je l'ai dans les bras, il ne me touchera pas. Et je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, que je pensais qu'il fallait qu'il aille voir un psy, voilà, qu'il fallait qu'il aille dans une cure de désintoxication. Oui, vous avez mis votre enfant entre lui et vous, c'est ça ? Oui, parce que j'avais compris que vous aviez pris votre enfant dans les bras pour dire à votre enfant tout ce que vous aviez sur le cœur. Non, pardon. C'est vrai que je parle vite, je m'excuse. Non, je vous en prie, Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré, comme en me disant, en ayant, parce que je suis sûre qu'il n'aurait pas touché à son enfant. Et si vous voulez, ça me permettait de me libérer, de lui dire qu'il fallait stop, on ne pouvait plus aller si loin, et que peut-être que c'était lui qui avait un problème aussi. En plus, je faisais des études de psychologie. Et là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, oui, je me suis... Au lieu de protéger votre enfant, c'est votre enfant qui tout d'un coup... C'est ça, on avait 32 ans. Je me dis, mais comment ça va être à 50 ans? Il faut que je parte. Et autour de... alors voilà, vous parliez tout à l'heure de la triade victime, sauveur et bourreau. Et donc j'avais, dans mes relations amicales, il y avait un homme adorable, bienveillant, très gentil, qui avait eu un coup de cœur pour moi, qui depuis 3 ans me tournait autour. Moi, vous savez, je concevais le couple, je venais avoir un enfant, je voulais pas le tromper. Mais bon, vraiment, ça a été ce jour-là où j'ai eu des clics. Et j'ai été vers ce sauveur. En plus, vous voyez, il n'y a pas de hasard, mais c'était quelqu'un qui a fait du full contact pendant 10 ans, qui a des biscottos, voilà. Il était apte à vous sauver et aussi à vous défendre. Je suis désolée, Cécile, je suis obligée de vous couper parce qu'on est en fin d'émission, mais vous avez vous aussi fait un superbe travail. Vous avez visiblement bien compris aussi beaucoup de choses dans votre vie. C'est également c'est chouette de terminer sur un témoignage comme ça. Anne-Laure Buffet, je vous laisse le mot de la fin. Là, on a entendu effectivement que des femmes, donc répéter que les hommes aussi ont le droit à la parole lorsqu'ils en ont le désir pour exprimer une souffrance, c'est important. Vous avez été félicité, je le redis aussi, sur le fait d'encourager les femmes, en tout cas à aller se renseigner dans des associations. C'est une démarche qui est extrêmement difficile, c'est très compliqué de parler de soi. Je rappelle, et je vais terminer là-dessus, que rien ne légitimera jamais la violence, quelle que soit la forme de la violence. Faut distinguer la violence et le conflit dans la famille ou dans le couple. Parfois il y a des confusions, mais lorsqu'on arrive non plus au conflit mais à la violence, c'est-à-dire un déséquilibre qui ne peut pas se rééquilibrer, rien ne légitimera jamais la violence, jamais. Merci beaucoup Anne-Laure Buffet. Merci à tous. Et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain ce sera Yves-Alexandre Thalmann qui est avec nous. Je sais que certains l'apprécient énormément et on verra ce que c'est que le bonheur. Est-ce qu'on est tous égaux face au bonheur? A priori peut-être pas. Sud Radio.